Bonjour à tous, bienvenue effectivement à ce Malte Academy. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde voit la presse là? Ok, super. Très bien. Eh ben, écoutez, on va y aller tranquillement. Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue. Je vais donc aujourd'hui vous parler de SSL TLS. Alors c'est des mots un peu barbares, mais en fait c'est ce qui va servir à l'authentification et au chiffrement sur Internet. Et vous connaissez très certainement une des applications, si ce n'est la plus importante, de ces protocoles, c'est le HTTPS. Donc en fait, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Donc je vais me présenter. Donc je suis Julien Aubert, je suis plateforme engineer chez Malte depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et donc mon travail consiste essentiellement à gérer tout ce qui tourne autour de l'infrastructure chez Malte. Voilà. On va donc aujourd'hui parler du HTTPS notamment. Donc on va voir un petit peu quelques définitions et un petit historique. On va voir aussi les principaux objectifs de ces protocoles. On va essayer de regarder ce que c'est un certificat. Donc vous allez voir ce que c'est et à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça contient, comment c'est construit, comment on récupère un certificat. Et enfin, on finira par la partie la plus technique, mais je trouve la plus intéressante, c'est le fameux handshake SSL ou TLS. C'est en gros l'initialisation d'une connexion sécurisée. Et donc voilà, on va voir comment ça fonctionne. Donc pour commencer, des petites définitions. Donc pour ce qui est de SSL, ça veut dire Secure Socket Layer. Je ne vais pas faire la traduction parce que ça ne se fait pas vraiment, mais juste pour commencer sur ce protocole, c'est comme vous pouvez le voir, donc la dernière version de ce protocole est sortie en 96. Donc en fait, c'est encore beaucoup utilisé verbalement, SSL. Tout le monde parle de SSL, mais en fait, c'est vraiment obsolète. C'est complètement déprécié depuis 2015, donc c'est vraiment, il faut éviter de l'utiliser parce qu'il y a des failles de sécurité dedans. Et ça a été du coup remplacé par un protocole qui s'appelle TLS, qui veut dire Transport Layer Security, qui a été la première version est sortie en 99, pardon, et on a eu régulièrement des versions depuis. Et donc la dernière en date, c'est la 1.3, qui est la plus utilisée heureusement, et qui date de 2018. Ouais, elle était publiée en 2018, mais vraiment utilisée depuis 2019. Euh, pardon, tout le monde voit le chat. J'enlève le chat. Donc du coup, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre plutôt en fin de presse. Donc voilà pour les explications, donc SSL et TLS, qui est vraiment la version la plus utilisée et qu'on doit utiliser maintenant. Pour présenter ça, en fait, ça c'est une toute petite répartition des versions de TLS utilisées pour venir sur le site malte.fr sur 24 heures. Donc ça, j'ai pris le screenshot lundi, donc c'est voilà, entre dimanche et lundi, on va dire. Donc on peut voir que les navigateurs récents, donc qui sont les clients qui utilisent TLS, ont plutôt opté pour les dernières versions. Donc on a une grosse majorité de TLS 1.3, c'est plutôt rassurant. Un petit peu de TLS 1.2 encore, mais il n'est pas déprécié, donc c'est logique. Et ensuite, on va dire que c'est relativement insignifiant ce qui reste. Donc c'est plutôt rassurant. On va parler maintenant des objectifs de SSL et TLS, donc surtout à quoi ça peut bien nous servir. Le premier objectif, ça va être le chiffrement. Donc en fait, ça va nous permettre d'établir une connexion privée, sécurisée, grâce au chiffrement symétrique. Pardon. Donc on reviendra sur cette notion de chiffrement symétrique plus tard, mais c'est vraiment le premier objectif de TLS. Alors pour imaginer ça un petit peu, pardon, on va essayer de se représenter qu'est-ce que ça veut dire. Donc, imaginons une connexion sans TLS, donc sur un site web quelconque, un site de banque.
Le problème, quand une connexion n'est pas chiffrée, c'est que n'importe qui va pouvoir venir intercepter cette communication et surtout va pouvoir lire le contenu. Donc ça va devenir forcément très gênant quand on va faire transiter des informations sensibles, typiquement un login et un mot de passe, ou je sais pas, d'un numéro de carte bleue par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas souhaitable. C'est pour ça que TLS a été conçu, c'est vraiment pour s'assurer que la connexion va pouvoir être illisible en dehors des personnes concernées. Donc, si on reprend notre exemple, le même, cette fois, on va aller sur le même site de donc, notre banque, mais en allant sur la version HTTPS. Et là, alors, oui, il y a toujours des personnes qui vont pouvoir intercepter la communication. Internet est public. Par contre, l'énorme avantage, c'est que si quelqu'un intercepte la communication, il ne va pas pouvoir en lire le contenu. Donc ça, c'est vraiment l'aspect l'un des plus importants de TLS, c'est que les communications sont chiffrées, donc illisibles par par quelqu'un d'autre que les deux parties prenantes. Le deuxième objectif principal de TLS, ça va être l'identification. Ça me permet de garantir l'identité d'un service distant, d'un site web, grâce à un certificat délivré par une autorité de confiance. Donc ces deux notions-là, certificat et autorité de confiance, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est pour dire que ça va être utilisé pour garantir l'identité. Alors, pourquoi on veut garantir l'identité? Parce que, encore une fois, si on établit une connexion sans TLS, on va pouvoir se connecter à un site, sauf que, en fait, n'importe qui va pouvoir se faire passer pour le site sur lequel on essaye d'accéder. Alors, je ne rentre pas dans les détails de comment ça peut être fait, mais voilà, on peut aller sur un site et en fait croire qu'on est sur un autre. Alors, même adresse, etc. Mais en fait, donc, toutes les infos qui vont transiter vont pas aller vers le site qu'on croit, mais vers un pirate. Donc ça, c'est encore une fois pas souhaitable. Du coup, grâce à TLS et au fameux certificat, on va avoir la garantie de communiquer avec le bon site. Donc, encore une fois, c'est vraiment, vraiment mieux. Et on va pouvoir du coup être plus serein quand on navigue sur Internet. Donc c'est pour ça que souvent les sites des banques ou autres, elles vous demandent de bien vérifier qu'il y a le HTTPS dans votre barre d'URL, c'est pour être sûr que votre communication soit chiffrée et que vous alliez sur le bon site. On va essayer de regarder maintenant, donc, je vous ai parlé des certificats. Alors, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'un certificat? Alors, d'un point de vue assez brut, c'est ça. Donc, c'est un fichier texte qui va contenir tout un tas d'informations. Donc, si on le regarde juste, voilà, avec une application basique de lecture de texte, on voit ça. Donc, c'est pas forcément très très parlant, mais on peut utiliser des outils pour en lire correctement le contenu. Et notamment, donc moi j'ai utilisé la OpenSSL, donc c'est un outil open source en ligne de commande qui permet d'extraire le contenu d'un certificat notamment. Donc avec la bonne commande, on peut ouvrir ce fameux fichier et commencer à avoir des informations intéressantes. Donc là, je l'ai mis brut. On va se focaliser sur quelques infos qui me paraissent pertinentes. Donc là, j'ai zoomé sur la partie haute et la partie tout en bas qu'on ne voyait pas. Et donc, alors, quelles sont ces informations qui vont être importantes et qui vont permettre au navigateur de s'assurer que la personne avec laquelle on communique est la bonne? Alors, la première, c'est ce qu'on appelle l'issuer. Donc, en fait, c'est la personne qui a délivré et qui a signé le certificat. Donc, c'est une des fameuses autorités de confiance. Donc, ici, dans notre cas, c'est Cloudflare qu'on utilise. La deuxième partie, ça va être la validité du certificat. Donc, c'est tout bêtement des bornes temporelles. Et si le navigateur reçoit un certificat dont les bornes temporelles sont pas bonnes, donc par exemple obsolètes, le navigateur va refuser le certificat. Donc ça, juste pour vous dire, attention, si vous êtes amené à utiliser des certificats pour le travail dans le cas d'un dev, pensez à les renouveler régulièrement parce que oui, ça expire. La troisième information qui va être importante, c'est le subject. Donc ça, c'est la personne pour laquelle le certificat a été délivré. Donc c'est pas censé être la même que l'issuer. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a du Cloudflare aussi. Je reviendrai juste après. Par contre, la partie importante, c'est la partie CN, ici à droite.
Common Name, c'est là-dessus que va se baser le navigateur pour s'assurer que le certificat est utilisé au bon endroit. Je m'explique. Là, donc on voit malt.fr. Ça veut dire que ce certificat est valide pour tous les sites web dont le nom de domaine termine par malt.fr. Si on essaye d'utiliser ce certificat sur le site malt.de, malt.es ou malt.com même, ça ne marchera pas. Enfin, on peut le mettre en place, mais le navigateur va dire il y a quelque chose de bizarre. J'essaie d'accéder à un site qui s'appelle malt.com et le certificat me dit que c'est censé être un site en malt.fr, donc je refuse la connexion. Donc voilà, cette partie est vraiment importante. Juste pour la petite explication, les autres informations concernent Cloudflare parce que pour des raisons de sécurité chez Malte, on utilise Cloudflare et donc en fait tout notre trafic passe par eux avant d'arriver chez nous. Donc en fait il y a une première connexion SSL avec eux, donc TLS pardon, c'est l'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que les informations concernent Cloudflare, mais le CN est bien Malte.fr. Ensuite, on va passer à la partie public key. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, le protocole TLS va se baser sur un chiffrement symétrique. Par contre, afin d'initier cette communication, il va falloir quand même s'échanger des informations. Et ça va être fait grâce à un chiffrement asymétrique cette fois. Donc avec la notion de public key et de private key. Donc en quelques mots, qu'est-ce qu'un chiffrement asymétrique? En fait, c'est un serveur, par exemple, va générer une paire de clés, ce qu'on appelle donc une clé privée qui va garder bien secrète chez lui, et une clé publique qui va pouvoir diffuser à n'importe qui. L'avantage, c'est que donc la personne en face va recevoir ses clés publiques, va chiffrer un message avec cette clé publique, et la seule personne qui va pouvoir déchiffrer ce message et donc en voir le contenu, c'est la personne qui détient la clé privée, donc le site web ou le serveur avec lequel on veut communiquer. Donc cette petite mécanique va être très utile pendant l'initialisation de la connexion TLS, et on en reviendra un tout petit peu plus tard, on reviendra dessus un peu plus tard au moment du uncheck. La dernière partie un peu importante, oui, c'est la signature. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, c'est une signature numérique qui va permettre de s'assurer que l'intégralité du certificat est conforme et valide et n'a pas été trafiquée. Voilà pour les certificats, enfin, ce que contient un certificat. Donc maintenant, on va essayer de regarder un tout petit peu rapidement comment en obtenir un certificat, parce qu'on peut essayer de vouloir faire une communication sécurisée. Donc, on va regarder comment on peut en faire un. Alors, la première option, la plus simple, c'est de créer manuellement. Donc, on va appeler ça le fait de l'auto-signer. Alors, pourquoi on fait ça? Bah oui, pour s'amuser, pour essayer des commandes à OpenSSL notamment. Mais ça peut être aussi tout simplement pour des tests. Quand on développe une application, on ne veut pas forcément, quand on la développe en local sur notre poste de travail, on ne veut pas forcément aller demander à une vraie grande autorité de confiance de nous signer un certificat qui va durer, dont on va avoir besoin une journée pour faire des tests. Donc, dans ce cas précis, on va pouvoir s'auto-signer des certificats. Alors, ça va marcher absolument pareil qu'un vrai certificat. Le seul inconvénient, si je puis dire, c'est que le navigateur va s'en rendre compte, forcément, et heureusement. Et donc, en fait, quand vous allez accéder à votre site web sur votre machine locale avec un certificat auto-signé, vous allez avoir un message de votre navigateur qui va vous dire hey, c'est bizarre, ça, le certificat que tu me présentes, il est signé pas par une autorité de confiance que je connais, mais voilà, c'est la même personne qui a signé et qui a demandé le certificat, donc c'est louche. Donc le navigateur par défaut nous bloque cette connexion, mais on peut bypasser ça et aller quand même sur le site. Alors c'est quelque chose que je vous conseille d'éviter, bien entendu si c'est sur un site web en ligne. Par contre en local, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. La deuxième solution pour obtenir un certificat, ça va être l'option la plus logique, c'est de compléter un CSR. Donc c'est un Certificate Signing Request, c'est une demande de certificat. Donc c'est un fichier texte, encore une fois, qui va contenir tout un tas d'informations que va utiliser l'autorité de certificat pour générer le certificat. Donc voilà, en gros, il n'y a pas 50 manières de générer un certificat, c'est soit le faire manuellement, soit compléter un CSR et l'envoyer à une autorité de certification, qui s'appelle AC en français ou CA en anglais.
Et donc, qu'est-ce qu'une autorité de confiance? Vous allez me demander. Eh bien, c'est un tiers de confiance qui peut délivrer et signer des certificats et pas seulement, qui va aussi mettre à disposition les moyens pour en vérifier la validité. Donc ça va être super important. Quand votre navigateur va recevoir un certificat d'un site web, il va falloir qu'il vérifie que le certificat est valide. Donc il y a des informations qu'il va avoir tout seul dans le certificat, mais il va aussi pouvoir interroger la fameuse autorité de confiance pour voir si s'il n'a pas été trafiqué. Donc les autorités de confiance, il n'y en a pas des millions. Par exemple, en France, on en a une petite vingtaine, une vingtaine, qui sont voilà, qui sont la liste, enfin, qui sont cette liste-là. Alors heureusement qu'on n'en a pas des millions. Ça veut dire qu'a priori c'est pas n'importe qui peut devenir autorité de confiance. Il y a un cahier des charges très strict à respecter, et donc on voit qu'il y a par exemple le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le groupe La Poste et quelques entreprises privées. Mais voilà, donc malheureusement on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à ces autorités-là. Donc c'est pour ça qu'il y en a un nombre restreint et qu'il y a un cahier des charges très très complet à respecter pour en devenir une. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Il faut faire confiance à ces autorités-là. Donc maintenant, on va regarder comment ces autorités-là font pour créer et signer un certificat. Donc la première chose à faire, comme je vous le disais, c'est de générer un CSR. Donc le CSR, c'est le fameux Certificate Signing Request, pardon, la demande de certificat. Donc comme je vous le disais, c'est un fichier qui va contenir pas mal d'informations, avec notamment le nom de votre entreprise, le nom du domaine sur lequel on va vouloir appliquer le certificat, les dates de validité, etc., etc. Donc, une fois qu'on a complété ce fichier, on va l'envoyer à une autorité de certification qui, elle, bien entendu, avant de vous répondre, va faire pas mal de vérifications. Donc, il y a d'abord une vérification qui va être juste syntaxique, de vérifier que tout est bien rempli, tous les champs obligatoires soient présents, etc. Et ensuite, la vérification la plus importante va être de s'assurer que la personne qui fait la demande est bien le propriétaire du site web pour lequel la demande est faite. Donc, si on prend notre exemple, malte.fr, on va remplir un CSR, l'envoyer à une autorité de certification. Et là, pour s'assurer qu'on est bien le propriétaire du site, en fait, alors il y a plusieurs moyens. Le plus répandu et le plus connu, c'est en fait l'autorité de certification va nous demander de modifier des informations qui sont présentes au niveau du nom de domaine. Donc, il va nous demander, en gros, pour être un peu plus technique, de créer une nouvelle entrée DNS qui va contenir un code, on va dire. Et donc ça, c'est uniquement le propriétaire du nom de domaine qui peut faire cette modification-là. Donc, si on arrive à la mettre en place, c'est qu'on est bien propriétaire du site web, et donc l'autorité de certificat va pouvoir délivrer, donc créer, signer et délivrer le certificat. Voilà du coup comment se passe une création et une signature de certificat. Et on va maintenant passer du coup à la partie un peu plus technique de la présentation. C'est le fameux handshake SSL ou TLS. Donc c'est ce qui va permettre d'initier la communication sécurisée entre deux parties. Donc les deux parties, on va les appeler, donc c'est la partie cliente et la partie serveur. Donc la partie cliente, dans la plupart des cas, ça va être votre navigateur internet. Et le serveur, ça va être le site web sur lequel vous essayez d'accéder. Donc on va essayer de détailler un petit peu toutes les étapes qui sont le handshake. La première étape, ça va être un client Hello. Donc en fait, c'est le client, le navigateur, qui, en se connectant au site web, va envoyer un petit coucou, c'est moi, j'ai besoin d'initier une connexion sécurisée. Donc, en même temps que ce message, il va envoyer quelques informations, notamment la version de TLS qu'il est capable d'utiliser et des petites informations comme ça. Donc ça, j'insiste bien, tous ces échanges-là, pour l'instant, ne sont pas chiffrés. En même temps, c'est impossible parce qu'il n'y a encore eu aucune communication entre les deux.
Ensuite, il va y avoir une réponse du serveur qui va dire « Ok, je suis là aussi, je veux bien commencer à essayer d'initier la connexion ». Alors, le serveur va aussi envoyer des petites informations techniques, notamment la liste des ciphers qui connaît. Donc, on va dire que c'est des protocoles de sécurité qui vont permettre de l'échange plus tard. Il va envoyer son certificat, donc qu'il a fait générer et signé par une autorité de confiance. Et il va éventuellement, ça va dépendre de la configuration du serveur, il va éventuellement demander un certificat au client. Alors, dans 90% des cas, on va dire, il n'y aura pas cette demande-là. Enfin, en tout cas, quand vous, depuis un navigateur, vous allez sur un site web, il n'y aura pas cette demande de certificat. Par contre, quand vous allez communiquer entre deux serveurs, c'est bien de mettre ça en place. C'est ce qu'on appelle le mutual auth, mutual authentication. Et donc, en fait, ça va être pour garantir que le serveur est bien celui qui dit et que le client est bien celui qui prétend également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SSL two-way, TLS two-way ou mutual auth. Une fois que le client va recevoir le certificat, et ben, c'est là où il va aller vérifier toutes les informations qui sont présentes dedans et qui va interroger l'autorité de certificat qui l'a signé pour s'assurer que ce certificat est bien valide. Donc, il y a quelques vérifications qui sont faites. Et si tout est d'aplomb, le client va envoyer l'information quasiment la plus importante de cet échange, c'est une clé de session. Donc, cette clé de session, elle va permettre ensuite, quand la connexion sera initialisée correctement, d'échanger de manière sécurisée et chiffrée. Et donc, pour échanger cette clé de session, je vous rappelle que jusque-là, la communication n'est absolument pas chiffrée. Donc, il faut quand même trouver un moyen pour que personne d'autre puisse la lire, parce que sinon, on a perdu tous les efforts qu'on a mis en place jusqu'à présent. Donc, pour échanger cette fameuse clé de session, eh bien, le client va utiliser la fameuse public key, la clé publique du serveur qui est présente dans le certificat. Je vous rappelle, quand je vous ai détaillé le contenu du certificat, il y avait la fameuse clé publique du serveur. Donc, le client va utiliser cette clé publique pour chiffrer, pour encoder la clé de session, qui doit rester privée absolument. Et du coup, il va envoyer ça dans un message et dire, OK, moi de mon côté, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est à toi, serveur, de finir l'initialisation de la connexion. Et juste, si jamais le serveur a demandé un certificat client, c'est à ce moment-là aussi que le client fournit son certificat. Ensuite, ça va être au tour du serveur. Donc, il va faire deux choses. Il va déchiffrer la clé de session pour pouvoir s'en servir derrière. Et il va éventuellement, donc s'il y en a un de présent, vérifier la validité du certificat client. Donc, encore une fois, ça, c'est dans le cas où on veut faire du mutual auth. Une fois qu'il a réussi à déchiffrer la clé de session avec la clé privée, donc ça c'est juste, j'insiste là-dessus, c'est pour vraiment faire comprendre que malgré le fait que jusqu'à présent la communication ne soit pas chiffrée, on arrive quand même à faire transiter des informations qui elles le sont et qui ne peuvent pas être lues par n'importe qui. Donc le serveur déchiffre sa clé de session, enfin la clé de session, pardon, et à partir de là, il dit, OK, tout est d'aplomb, j'ai la clé de session qui va nous permettre d'échanger de manière sécurisée, le certificat client, s'il y en avait un, il est valide, donc maintenant, j'ai fini l'initialisation. Et à partir de là, chacune des deux parties, donc le client et le serveur, va pouvoir envoyer des messages à l'autre en utilisant la fameuse clé de session qui n'est connue que de ces deux personnes-là, donc le client et le serveur. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, à partir de là, que la communication est chiffrée et complètement illisible par n'importe qui. Donc voilà, on vient de voir en détail comment se passait la fameuse initialisation d'une connexion sécurisée, le fameux handshake TLS. Et une fois qu'on arrive là, on a une connexion sécurisée et en plus on est sûr de parler avec la bonne personne. Donc c'est plutôt rassurant et donc c'est ce qui nous permet d'être confiant quand on navigue sur Internet avec les sites en HTTPS. Voilà, j'ai fini pour cette petite présentation rapide du TLS. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de reprendre le chat, si j'y arrive.
Voilà, j'ai récupéré le chat. Alors, je vais regarder si vous avez des questions. Alors, je remonte un petit peu dans l'historique. Les communications sont illisibles, donc indécodables. Oui, c'est donc ça c'était, j'imagine, pour la partie l'objectif numéro un. Quand une communication est chiffrée, il y a uniquement les deux personnes, donc le client et le serveur, qui possèdent la clé de session, qui peuvent déchiffrer la communication. Donc encore une fois, Internet est un lieu public, donc on peut intercepter la communication, mais par contre, elle sera complètement illisible pour n'importe qui. Quel est le délai moyen d'obtention d'un certificat? Alors ça va dépendre, mais nous chez Malte, par exemple, hein, c'est entièrement automatisé, bien entendu, parce qu'on ne va pas s'amuser à demander à la main, enfin créer à la main les fichiers, les envoyer par mail ou je ne sais quoi. Donc c'est des mécanismes qui sont complètement automatisés. Il y a des API, il y a tout ce qu'il faut enfin les autorités de certification mettent à disposition tout ce qu'il faut. Donc en fait, c'est vraiment très rapide. Nous, en moyenne, ça prend quelques secondes pour demander un nouveau certificat. Bonjour, Cloudflare délivre-t-il des certificats TLS gratuits? Alors, nous, on paye Cloudflare pour le service qui nous rend de sécuriser tout le trafic. Donc là-dessus, j'avoue, je ne saurais pas vous répondre. Je peux m'enseigner, mais je ne sais pas s'ils délivrent des certificats gratuitement. Avez-vous d'autres noms de prestataires? Oui, bien entendu. Alors nous, on utilise beaucoup VeriSign. Non, pas VeriSign, pardon. Je vais y arriver. Acme Certificate, j'ai perdu le nom, je suis désolé. Let's Encrypt, voilà, merci. Donc on utilise essentiellement Let's Encrypt. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez chercher sur Internet, ça se trouve assez facilement. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis pour en trouver. La durée de validité des certificats, alors ça c'est complètement variable. On peut demander à peu près ce qu'on veut, sachant que clairement je vous conseille de faire de faire des demandes pour des certificats qui ont une durée de vie assez courte. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un certificat sur une machine et que cette machine devient vérolée, il va falloir attendre la fin de vie du certificat avant d'être sûr qu'il n'y a pas de risque. Donc, on peut aussi révoquer un certificat, bien entendu, mais voilà, vaut mieux faire des certificats qui ont une durée de vie assez courte. Nous, en moyenne, ça doit être 1 ou 3 mois en fonction des services qu'on utilise. Par contre, bien entendu, il faut prévoir de pouvoir les renouveler facilement et à temps, parce que si un certificat expire, la connexion ne peut plus se faire, donc ça peut poser problème. Donc il faut avoir tout ce qu'il faut pour monitorer ça et s'assurer qu'on les régénère à temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quelle est la différence entre un TLS gratuit comme Let's Encrypt et un payant comme Norton? J'en ai absolument aucune idée. Les deux, c'est des autorités de certification valides, correctes. Donc honnêtement, j'en ai aucune idée. Encore une fois, nous on utilise Let's Encrypt. Je ne saurais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le SSL fait au niveau socket. Oui, alors c'est une surcouche c'est un tout petit peu technique, je suis désolé. Ça va se trouver au-dessus du protocole TCP. En fait, ça va être entre deux couches de protocole. Donc, oui, c'est des protocoles de communication qui sont chiffrés et qui vont se trouver entre deux couches du modèle OSI. Voilà, c'est ça répond aux questions. Mais voilà, je suis arrivé un peu tard et c'est possible d'avoir les slides. Alors par rapport à ça, le Malte Academy a été enregistré et l'équipe community est en train de mettre en place des retransmissions on a une chaîne YouTube qui est en train d'être montée et donc il y aura tous les talks disponibles normalement à partir de semaine prochaine. Vous pourrez revoir tout ça sans problème. Avez-vous déjà utilisé Kadi, un serveur web qui annonce la gestion automatique du TLS? Non, absolument pas. Je n'en ai pas entendu parler.
Du coup, non, je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolé. Nous, on fait la plupart des choses. Alors, à la main, entre guillemets, enfin, c'est pas la main, c'est automatisé, mais c'est vraiment pour avoir la main sur tout ce qu'on fait, pour pouvoir gérer les durées de vie, pour pouvoir faire du mutual host aussi un petit peu de partout. Alors, pas avec le client final, le navigateur web, mais toutes nos communications internes sont chiffrées avec du TLS et en mutual host, tant qu'on peut. Donc voilà, on essaie de maîtriser un maximum ce qu'on fait pour être sûr de ce qui est fait. Je veux savoir les failles de sécurité du SSL. Alors c'est une bonne question. Je les ai absolument pas en tête. Je sais juste que il a été craqué entre guillemets. Bah, il y a quand même pas mal d'années maintenant. Bah, c'est pour ça que TLS a été mis en place, hein. Il y avait des. Alors, bon, je vais dire des bêtises. Je sais qu'il y avait des problèmes au niveau des clés utilisées pour le chiffrement, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Et je vous conseille juste d'aller sur Internet, Wikipédia sans doute, ou n'importe quel site pourrait, à mon avis, vous en dire plus. Quelle est la force de cryptage du TLS 1.3? C'est vraiment incraquable. Bah, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été craqué. La plupart des communications, comme je vous le montrais dans le petit graphique, sont faites en TLS 1.3. Voilà, donc bah, pour l'instant, on va s'y fier, on va considérer que c'est pas craqué et que ça permet d'avoir des communications réellement fiables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est quoi la différence d'utilisation entre les protocoles TLS et SSL? Peut-on utiliser les deux? Alors, comme je disais en tout début de presse, le TLS, c'est vraiment ce qui a succédé au SSL. Le SSL est vraiment à proscrire maintenant. Bah, comme on l'a dit un tout petit peu avant, il a été craqué, donc il y a des failles de sécurité dedans. Et c'est complètement déprécié par l'ensemble de la communauté. Donc il faut vraiment plus utiliser de SSL. Maintenant, la norme, c'est le TLS, et notamment les versions 1.2 et 1.3. Je continue à regarder les questions. Alors oui, je ne lis pas exactement la question, mais je vois deux, trois questions qui parlent, enfin qui disent qu'on voit le terme SSL de partout. Euh, c'est effectivement un usage à tort du terme, parce que, alors pourtant ça fait longtemps que c'est TLS, hein, qui est en place, mais effectivement, alors comme vous avez dû l'entendre pendant ma presse, même moi j'utilise encore de temps en temps SSL. C'est un abus de langage. Dans les faits, c'est vraiment du TLS de partout. Comme je vous le disais, SSL est déprécié depuis 2015. Donc vraiment, il ne doit pas être utilisé. C'est TLS, il faut passer par TLS.